Juin 1958. Enlisée depuis 4 ans dans la guerre d'Algérie dont la France est lasse, la 4e République s'effondre, rappelle De Gaulle comme un sauveur. Les solutions successives qu'il propose du « je vous ai compris » de juin 58 à l'Algérie algérienne de juin 60, en passant par la paix des braves et l'autodétermination, ont fait long feu. Et je le crois, s'est-elle déjà levée. Vive la République, vive la France! Alors, par référendum, le 8 janvier 61, le général obtient plein pouvoir pour faire la paix. Ni le putsch des généraux, ni les fureurs meurtrières de l'OAS ne l'arrêteront plus. En mars 62, après de laborieuses prémices, des pourparlers s'engagent à Évian entre la France et le FLN. Côté français, les principaux négociateurs sont les ministres De Broglie, Jox et Buron. La délégation du FLN est conduite par Belkacem Krim. La question du Sahara et de ses gisements de pétrole et de gaz naturel, où la France a investi d'énormes budgets, s'avère le problème le plus épineux. Le FLN a revendiqué le Sahara dans sa totalité. Il n'avait pas beaucoup d'illusions sur la possibilité de l'obtenir. Et je pense qu'une des erreurs fondamentales de la France a été d'admettre cette position. Le Sahara n'avait jamais été algérien, ni avant, ni après 1830, ni à aucun des stades de l'histoire de l'Algérie. On a cédé beaucoup trop rapidement à la suite de l'appréciation erronée que les négociateurs d'Évian ont porté sur leurs interlocuteurs et sur les chances de la négociation. Enfin, ils ont toujours fait prévaloir l'idée qu'il n'y avait aucune espèce de possibilité de réussite de la négociation si on ne cédait pas sur tous les points. Un certain nombre de gens qui jouaient un rôle actif dans la négociation d'Évian étaient tout à fait exagérément pressés d'aboutir. Le général l'était aussi, mais on lui a donné très vigoureusement l'impression que c'était une des clés de la réussite de la négociation, alors que d'autres possibilités s'ouvraient, et que même un certain nombre de pays riverains du Sahara avaient manifesté tout à fait ouvertement leur préférence pour une autre solution, une espèce de condominium franco-africain sur l'ensemble saharien, facilitant l'ensemble du développement de cette partie de l'Afrique, ce qui aura en même temps permis à la France de conserver des sources pétrolières à l'origine de la découverte desquelles elle était directement. Je n'ai jamais très bien compris comment pouvait marcher une unité économique qui était travaillée par des forces aussi centrifuges. Beaucoup de solutions ont été apportées. Même les militaires, nous sommes venus nous apporter un projet des militaires, un projet de sortie par avion. C'était inimaginable. Pour exporter du pétrole, il faut un port. Or, le Sahara algérien n'a pas d'autre port que ceux d'Algérie. Et à partir du moment où le Sahara n'avait pas d'issue sur la mer, la souveraineté d'Alger sur le Sahara, à mon avis, ne pouvait pas durablement être mise en cause. Toujours est-il que De Gaulle et son gouvernement, pressés, certains disent manipulés par les négociateurs d'Évian, cèdent sur toute la ligne. L'accord est signé le 18 mars 62. Le lendemain, le cessez-le-feu est proclamé. L'Algérie a obtenu pleine souveraineté sur le Sahara et ses richesses, moyennant quelques garanties relatives au pétrole qui seront bientôt oubliées. Le traité d'Évian maintient, quoique sous la souveraineté algérienne, des droits français et même les droits de certains de nos associés au Sahara. Un traité postérieur négocié par Olivier Wormser, qui était directeur des affaires économiques au Quai d'Orsay, a modifié notre présence en Algérie en créant une association coopérative avec la société algérienne, et jusqu'en 71, nous avons pu exploiter dans le cadre de ce traité. Après l'indépendance de l'Algérie, nous nous sommes trouvés en possession de plusieurs sociétés françaises, les unes assez grosses comme la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, d'autres plus petites. Et chacune d'entre elles était incapable de figurer internationalement. En outre, des rivalités injustifiées stérilisaient une partie de l'activité des dirigeants.
Mais il y avait quand même un potentiel d'hommes tout à fait remarquables, tout à fait compétents, un potentiel de matériel qui pouvait être utilisé. En recombinant tout cet ensemble, en lui donnant de l'homogénéité, on pouvait en faire une des toutes premières compagnies mondiales. J'ai donc proposé au président Pompidou, en septembre 1964, de procéder à cette opération qui a débouché sur la création du groupe ELF. Et le 1er janvier 1966, le groupe ELF a été créé et Pierre Guillaume en a été nommé président. Il était le seul homme qui pouvait fédérer cet ensemble humain de premier ordre de cette époque. La Société nationale des pétroles d'Aquitaine, qui disposait de gisements de lac et qui avait un énorme cash flow, s'était déjà organisée en société de plein exercice. Et dans la première forme que nous avons donnée au groupe ELF, nous lui avons laissé sa personnalité. Et nous sommes attachés surtout à fusionner tout le reste du dispositif, tout en ménageant un rapprochement progressif qui a été achevé lorsque le groupe ELF a pris sa forme actuelle en 1975 ou 1976. Au début des années 60, l'industrie pétrolière italienne vit des moments difficiles du fait de la fermeture du canal de Suez et de l'arrêt de la production en Irak. Trouver assez de brut pour faire tourner les gigantesques raffineries et le réseau de distribution internationale dont il a doté l'Italie devient l'obsession permanente d'Enrico Mattei. Pour s'en procurer, il va en pleine guerre froide braver le bloc occidental et traiter avec les soviétiques. L'incident du pétrole russe a éclaté dans les années 60. Il s'est déclenché en 59, puis s'est poursuivi avec des rebondissements de plus en plus grotesques jusqu'à fin 60. Les soviétiques s'efforçaient alors de reprendre pied sur le marché européen et offraient du pétrole à des prix beaucoup plus bas que les autres pays producteurs. Mattei, qui en manquait dramatiquement et qui nourrissait de nouveaux plans de développement pour ses entreprises, trouva tout à fait logique d'en acheter aux conditions les plus avantageuses. L'affaire présentait un autre intérêt. Les soviétiques acceptaient d'expédier des flots de pétrole à bas prix et d'acheter en échange d'impressionnantes quantités de biens de consommation et d'usines clés en main. L'offre était trop belle pour être refusée. Mattei disait, on m'accuse de mener, moi, la politique étrangère de l'État italien, mais je suis obligé à le faire car on ne fait pas une politique étrangère. Il se déclarait un serviteur de l'État, même si son action, c'était pas l'action d'un serviteur de l'État. Il y avait une énorme contradiction dans ce qu'il disait et dans ce qu'il faisait à ce propos-là. Son contrat avec les Russes provoqua une vraie levée de boucliers dans les pays occidentaux. Mattei dut affronter une opposition politique extrêmement dure et fut accusé de miner l'unité du bloc occidental. Il fut obligé de faire face à une cascade de procès intentés par l'OTAN et par l'OCDE à Paris contre ce contrat. Parce qu'on le cataloguait comme un homme de gauche, et parce que l'Italie était alors considérée comme le maillon faible du système de défense sud-européen de l'OTAN, cette hostilité représentait pour lui une menace qu'il ne pouvait traiter à la légère. Mattei, pourtant, surmonta habilement cette crise parce que dans les structures politiques italiennes, il occupait une situation inexpugnable dont nul ne pouvait plus le déboulonner. Pour les Italiens, il est devenu un héros national, à la fois parce qu'il baisse le prix des carburants et ose défier directement les sept sœurs. Enrico Mattei est devenu la bête noire des grandes compagnies. D'abord parce qu'il écoulait du pétrole soviétique acheté en dessous du prix, ensuite parce qu'il les concurrençait auprès des Arabes avec des contrats plus avantageux. Sur les marchés d'Europe que la Standard Oil s'efforçait de dominer en pratiquant des baisses, Mattei lui cassait le travail avec son pétrole russe, meilleur marché. Il nous a fait perdre bien des affaires à nous et aux autres compagnies avec son pétrole soviétique. Il pratiquait un vrai dumping. Il construisait des stations-service que les compagnies n'avaient pas besoin d'avoir. Il fallait montrer que la compagnie nationale italienne était meilleure que les autres.
Et ça leur a coûté aux concurrents beaucoup d'argent parce qu'ils devaient la suivre. Avec tous ces mauvais tours, Mattei leur a coûté près d'1 milliard de dollars. Tout ça parce qu'ils avaient renié leurs promesses et l'avaient évincé des accords signés en Iran. Pour tenter de neutraliser ce gêneur et l'ENI, véritable État dans l'État en Italie, les services secrets étrangers, mais aussi les agents des Sept Sœurs, mènent contre Mattei une virulente campagne de désinformation dans la presse à scandale. On l'accuse de partager les faveurs de call girl à 200 000 lire la nuit avec ses amis de la démocratie chrétienne. Le scandale de Mattei n'a jamais eu lieu parce qu'il était très circonspect. Il aimait les femmes, mais sa vie privée était saine. Il ne dépensait pas d'argent. Il vivait très simplement. Les services secrets, pas seulement des États, mais des compagnies, des grandes compagnies industrielles, n'ont rien appris sur la vie privée de Mattei qui pouvait compromettre sa bonne réputation. Son seul vice est la pêche à la truite. Faute d'avoir pu le piéger, les Américains s'avouent enfin vaincus. Ils l'ont alors invité aux États-Unis pour discuter et tenter d'aboutir à un accord. Mattei commença à mettre sur pied avec Exxon un contrat autrement plus important que celui qui le liait avec les Soviétiques. Et pour le mener à bonne fin, il projeta une visite aux États-Unis, au cours de laquelle il devait être fait docteur honoris causa et surtout rencontrer John Kennedy. Cet arrangement était pratiquement conclu avec Exxon. C'est si vrai qu'il a été signé sans problème après la mort de Mattei, ce qui prouve qu'il ne subsistait plus de différend entre lui et les Américains. Le 27 octobre 1962, peu avant son départ pour les États-Unis, Mattei décolle à bord de son avion personnel pour une brève inspection en Sicile. Bill McHale, un reporter américain, l'accompagne. Sa tournée est triomphale. Le lendemain, Mattei repart pour Milan, toujours avec Hale. La météo est détestable, mais son pilote, le major Bertuzzi, est un as. À 18h57, alors qu'il descend vers la piste de Milan, son Morane Saulnier décroche inexplicablement, s'écrase au sol. Ses 3 occupants sont tués. On a tout dit, on a fait une série telle d'hypothèses et de suppositions. Des hommes politiques ont fait des déclarations claires sur leur sûreté que l'accident de Mattei était un sabotage. La loi italienne a institué une commission de l'aéronautique qui procède à une minutieuse enquête sur tout accident aérien à partir de la reconstitution débris par débris de l'avion sinistré. Ça a été fait dans le cas de Mattei. J'ai lu le rapport officiel, il concluait à l'impossibilité de déterminer les causes réelles de l'accident. L'avion de Mattei a percuté le sol alors que ses moteurs tournaient à plein régime. Une panne de moteur est donc à écarter. En fait, la commission a conclu à un accident dû à une cause inconnue, car elle est formelle, elle n'a pas pu déceler la moindre trace d'un sabotage. Il paraît que l'avion soit resté quelques minutes à Catane. Le pilote personnel de Mattei a été appelé au téléphone, il n'y avait personne, et il paraît que pendant ces 2-3 minutes, il y a eu quelqu'un en uniforme de lieutenant de la police, des carabiniers, qui avec 2 mécanos sont rapprochés au rançonnier de Mattei et ont provoqué un mécanisme de sabotage. Mais il paraît... À qui pouvait bien servir la mort de Mattei à cette époque-là? D'après moi, sûrement pas aux multinationales. À supposer que les multinationales aient jamais mené une politique aussi hasardeuse, ce qui reste à prouver. Il n'y avait pas de raison particulière à ce moment-là pour vouloir la mort de Mattei. Mais, d'après M. Thiraud de Vaujoli, par exemple, c'est les services secrets français qui ont organisé le sabotage. Ça, c'est Thiraud de Vaujoli qui dit ça et qui l'écrit. Il l'a dit dans mon film
Et il l'a écrit dans un livre. En Italie, on a beaucoup soupçonné des survivants de l'OAS et de l'extrême droite française d'Algérie. Encore qu'il me semble qu'il était bien tard pour agir fin 62, alors que la guerre était terminée. Si l'OAS avait assassiné Mattei une année plus tôt, cet attentat aurait eu une signification politique, puisque Mattei était accusé de soutenir le FLN. Mais fin 62, ça ne signifiait plus rien. Hypothèse non négligeable, la mafia. Elle haïssait Mattei, dont les initiatives sociales en Sicile sapaient son emprise sur les classes défavorisées. Jamais le mystère de sa mort ne sera élucidé. Mattei laissait une compagnie pétrolière internationale bâtie de toutes pièces en peu d'années contre l'opposition de tous. À l'aube des années 60, le parc automobile mondial compte plus de 100 millions de voitures. Avec les avions, elle brûle 300 millions de tonnes d'essence par an. Ceci n'inclut ni le fioul ni le pétrole qui sert à la fabrication des plastiques, des tissus synthétiques ou des engrais. À cette époque, 70 pays dans le monde produisent du pétrole. Mais 13 d'entre eux assurent à eux seuls la moitié de la consommation du globe. La plupart de ces pays sont arabes, désertiques et sous-développés. Ils dépendent totalement de l'extérieur pour leur approvisionnement. Or, l'inflation engendrée par la prospérité fait grimper les prix. Tous les prix, sauf un, celui du pétrole brut. Au milieu de la flambée générale, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Du pétrole, il y en a trop. Les compagnies pétrolières se font une concurrence sauvage. Les États-Unis ont interdit toute importation de brut à des prix de dumping. Alors ce pétrole à bas prix engorge les marchés non américains. Les cours s'effondrent. Les compagnies se trouvaient en face de marchés pétroliers où les prix étaient en baisse et elles ont pensé que cela justifiait une réduction des prix affichés et donc du revenu par baril attribuable aux pays producteurs. Pour ceux-ci, ce prix affiché sur lequel se calculent les taxes et redevances qu'ils perçoivent a quelque chose d'intangible. Et voici qu'en février 1959, la Standard Oil of New Jersey, membre de l'Aramco, décide de sa seule initiative de diminuer de 18 cents le prix affiché, alors fixé à 2 $ le baril environ. Et en avril, limitée par ses partenaires, elle impose une nouvelle baisse de 14 cents. Mais les compagnies se gardent bien de faire profiter les consommateurs de ces baisses qu'elles imposent aux Arabes. À la pompe, l'essence reste au même prix. Ce sont les sociétés pétrolières et elles seules qui empochent tout le bénéfice. Elles ont décidé ces baisses uniquement pour maintenir leurs profits, appauvrissant tous les pays producteurs du Moyen-Orient en une seule nuit. Pour les États arabes comme pour l'Iran, il n'était pas question d'accepter ce genre de décision unilatérale. L'impudent diktat des compagnies a achevé de leur faire prendre conscience de ce que les revenus de leur pays dépendaient totalement des sept sœurs. Quelques compagnies, bien qu'elles se soient alignées sur la décision d'Esso, ont réalisé combien celle-ci était dangereuse. BP notamment et même certains dirigeants d'Esso ont tiré le signal d'alarme. Ces réductions de prix ont ulcéré les pays producteurs parce que dans l'un comme dans l'autre cas, elles ont été décidées sans qu'ils ne soient consultés préalablement, sans même qu'ils n'en soient avisés. C'est exact, ils n'ont pas été consultés, mais ils connaissaient la situation du marché. Donc notre décision n'a sûrement pas pu réellement les surprendre. Ça a été un choc parce que nous dépendions presque à 100% des revenus de notre pétrole. Et qu'au lieu de voir ces revenus augmenter, ce qui eût été normal compte tenu de l'inflation et de bien d'autres causes, ils ont au contraire été amputés par la simple décision de gens qui ne se basaient pas sur l'équité, mais sur leur seul bon plaisir. Les compagnies pétrolières, jusqu'à cette époque, agissaient toujours de façon cavalière. Les pays producteurs étaient des pays sous-développés, étant donné le contexte politique, le contexte économique. Elles pouvaient déterminer unilatéralement les termes de l'échange. Longtemps, nous n'avons pas protesté, mais là, nous avons perdu patience.
Tous les pays ayant le même intérêt se sont associés. Dès 1945, le Venezuela et l'Iran avaient fait des approches à d'autres pays pétroliers pour la formation d'une organisation de pays producteurs. Pour des raisons diverses, ils n'avaient pas réussi. Le Venezuela avait peur de la compétition des nouveaux producteurs du Moyen-Orient. Au moment même où les 7 sœurs baissent le prix du brut au Moyen-Orient, le Venezuela, lui, vient de porter à 65% l'impôt que lui paient les compagnies étrangères pour son pétrole. Dès lors, celui-ci coûte beaucoup plus cher que le pétrole arabe. Le Venezuela a réalisé que les bas prix de la production pétrolière au Moyen-Orient allaient mettre son propre pétrole hors course. Il fallait convaincre les Arabes de prendre en main le contrôle de leurs prix pour que le Venezuela reste compétitif. Aussi, le ministre du pétrole vénézuélien, Pérez Alfonso, va-t-il s'employer à créer un front commun des pays producteurs. Le premier gouvernement vénézuélien, dont il avait été membre de 45 à 48, avait été renversé grâce à l'intervention occulte des compagnies pétrolières agissant en accord avec le gouvernement des États-Unis. Celui-ci soutenait l'armée du Venezuela entièrement dominée par l'extrême droite qui voulait balayer le gouvernement démocratiquement élu. Après la révolution de 1958, Pérez Alfonso, revenu au gouvernement à la faveur de nouvelles élections démocratiques, s'est avant tout préoccupé non pas de fixer le prix du pétrole ou les revenus qu'il devait produire, mais de créer un contre-pouvoir pour lutter contre la toute-puissance des multinationales du pétrole dans leur rapport avec les producteurs du tiers-monde, principalement ceux du Moyen-Orient. Sitôt informé des remous provoqués par la baisse unilatérale des prix du brut saoudien, Pérez Alfonso se précipite au Moyen-Orient. Il propose aux pays arabes la constitution d'un front commun des producteurs. Tariki, ministre saoudien du pétrole, l'appuie inconditionnellement. Il hait viscéralement l'Aramco, où il a représenté son gouvernement. Tariki a compris que pour un pays sous-développé, le pétrole est la seule base de la richesse nationale, qu'une indépendance économique véritable implique un contrôle total du gouvernement sur cette ressource qui est la seule ressource nationale, et davantage que sans cette indépendance économique, il n'y avait pas d'indépendance politique véritable. Tariki considérait tous les Anglais et les Américains comme des coquins qui exploitaient honteusement les Arabes. Il disait « Le Moyen-Orient est une vache à lait dont la tête est au Moyen-Orient et les mamelles aux États-Unis, à Londres et à Paris, où les pétroliers la traient de son pétrole. Il faut y mettre fin. » Le 15 septembre 1960, sous la présidence de Tariki, les ministres du pétrole d'Irak, d'Iran, du Koweït, d'Arabie Saoudite et du Venezuela tiennent un congrès extraordinaire à Bagdad et fondent l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Au départ, les revendications de l'OPEP sont modérées. Ses membres souhaitent seulement que le prix du baril soit maintenu et ne puisse plus être modifié sans l'accord du pays producteur intéressé. Les compagnies ont sous-estimé les interlocuteurs qui s'opposaient à leur politique. Disons qu'ils ont livré des combats d'arrière-garde pour prolonger la situation qui existait le plus longtemps possible. Elles ont même refusé de reconnaître l'OPEP. Je me souviens qu'au début des années 60, nous avons souhaité négocier avec elles. Elles ont refusé de traiter avec l'OPEP. Les compagnies formant l'Aramco n'avaient qu'une politique envers l'OPEP, l'ignorer en espérant la voir disparaître. Pas question de négocier globalement. Nous étions liés individuellement avec chaque gouvernement. À l'origine, la politique des compagnies a été de rejeter l'OPEP dans son ensemble et de traiter séparément avec chacun de ses membres. Mais cette attitude, en fait, a renforcé l'OPEP. Ses membres ont compris que le meilleur moyen de s'imposer aux compagnies était de faire bloc et de donner le maximum de pouvoir à l'OPEP. Le 20 octobre 60 s'ouvre à Beyrouth un congrès arabe du pétrole. Les multinationales anglo-saxonnes n'ont accepté d'y participer que si l'OPEP n'y figurait pas ès-qualité. Tariki les attaque en public. Il les accuse de truquer leurs comptes, de tricher sur leur prix de revient et de transport du pétrole. En 7 ans, ces compagnies auraient accumulé 5,5 milliards de dollars de profits occultes, dont la moitié doit revenir aux pays producteurs.
Il les défie de produire leur vraie comptabilité. C'est une bombe. Les représentants des compagnies pétrolières étaient assis en face de lui, complètement abasourdis et en proie à un cruel dilemme. S'il répondait, ils allaient l'exciter encore plus. Ils restèrent quoi? Tariki les accablait d'accusations outrageantes qui exaltaient la fierté arabe. Il est le premier qui est osé clamer publiquement « L'Aramco nous vole notre pétrole. Les multinationales nous exploitent. Le pétrole est chez nous, mais pour en acheter, il nous faut courir à New York. C'est inadmissible. Tout se règle à New York alors que tout devrait se traiter en Arabie. C'est à nous de vendre notre pétrole, pas à des étrangers. » Tariki a continué ainsi des heures. Il a accusé l'Aramco de ne pas avoir payé ce qu'elle devait au gouvernement saoudien. D'après lui, ça représentait des centaines de millions de dollars de taxes que l'Aramco avait escamotées. Au Moyen-Orient, si vous êtes accusé et si vous vous taisez, votre silence équivaut à un aveu de culpabilité. Plusieurs représentants de l'Aramco se décidèrent donc à répondre. Ce fut un dialogue de sourds. La situation était intenable. À Beyrouth, l'Assemblée était truffée d'Arabes ultranationalistes. Y défendre une multinationale du pétrole n'était ni très aisé, ni très populaire. Pourtant, les grandes sociétés pétrolières réussirent à dissimuler leurs bénéfices réels ou à les ventiler d'un poste à l'autre pour les camoufler. Ceci a toujours rendu difficile le contrôle des comptes des compagnies pétrolières. De savants jeux d'écriture masquent leurs profits et les postes sur lesquels ils se réalisent. À l'époque, les prix pétroliers s'effondraient. Chacun s'efforçait de maintenir son chiffre d'affaires en ne faisant pas payer le prix du transport ou encore en trichant surtout en accordant des ristournes. Et tout cela se déduisait des prix fixés par contrat. Sur le fond, Tariki n'avait pas tort, mais il a exagéré. Ses attaques sont devenues délibérées. Par malchance, son protecteur, le roi Saoud d'Arabie, est aux abois, malgré les 350 millions de dollars annuels que lui verse l'Aramco. 5000 princes et courtisans vivent fastueusement à ses crochets. Et jaloux du prestige de Nasser, Saoud subventionne les Syriens pour l'en détacher. À sa cour, règne gabegie et corruption. Lui-même donne l'exemple en acceptant en sous-main 14 millions de dollars de l'armateur grec Onassis. Celui-ci, qui s'est créé une imposante flotte pétrolière, veut s'assurer le monopole du transport du pétrole saoudien. Le contrat était rédigé dans des termes tels que durant des années, nul, sauf Onassis, ne pouvait plus charger de pétrole en Arabie saoudite. Ce qu'on a appelé le contrat Onassis, et qui organisait avec les Saoudiens l'enlèvement de leur brut, a été considéré par les gens de l'Aramco comme une violation flagrante des accords qu'eux-mêmes avaient signés avec le gouvernement saoudien. Par-dessus le marché, ce contrat était préjudiciable aux intérêts du gouvernement saoudien, ce que beaucoup n'ont pas compris à l'époque. Il donnait en effet à Onassis les moyens d'étrangler la production pétrolière saoudienne. Au terme de négociations intensives, un tribunal d'arbitrage a donné gain de cause à l'Aramco. Furieux, Tariki, partisan d'Onassis, exige dorénavant 75% des profits de l'Aramco, plus la moitié des revenus que celle-ci tire de l'exploitation de la pipeline. Et il réclame immédiatement 80 millions de dollars. Entre-temps, l'OPEP a installé son siège à Genève. C'est là qu'elle tient sa première conférence officielle, le 14 mai 1961, et choisit son premier secrétaire général. Contre toute attente, ce n'est pas Tariki qui est élu. Il est devenu trop gênant. Ultranationaliste, c'était un fervent admirateur de Nasser, ce qui irritait son propre gouvernement. Il y allait trop fort. Non seulement il était en bagarre avec les grandes compagnies pétrolières et les gouvernements occidentaux, mais aussi avec son propre gouvernement. La politique de Saoud s'avérait désastreuse. Ses initiatives en faisaient la risée du monde entier. Le Conseil des Anciens, qui influence les décisions au sein de la famille royale saoudienne, estimant que Saoud devait partir, a pressé son frère, le prince Faisal, de prendre le pouvoir. Faisal revient aux affaires, mais il impose à Saoud un programme d'austérité et l'éviction de Tariki.
Tariki fut expulsé du pays par Faisal, qui était son ennemi juré. Faisal possédait des enregistrements de conseils de cabinet où Tariki l'accusait d'avoir autorisé son beau-frère à recevoir des pots de vin des Japonais. Faisal considérait Tariki comme déloyal envers son gouvernement. Faisal nomme aussitôt un nouveau ministre du pétrole, le cheikh Zaki Yamani. Yamani était un juriste islamique réputé. Il s'est avéré beaucoup plus dangereux pour les compagnies pétrolières que Tariki. Résolu, concret, il allait au cœur des problèmes. Mais il était plus facile de négocier avec lui. Avec Yamani, on peut discuter. Avec Tariki, c'était impossible. Ça tournait toujours mal. Il voulait que nous prenions le contrôle réel de nos ressources par la manière forte en expulsant les compagnies. Personnellement, j'estime que nous avons besoin d'elles, mais il nous fallait nous structurer et ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps. Yamani a obtenu en douceur tout ce que Tariki exigeait, mais sans encourir le ressentiment que Tariki provoquait. Le premier succès décisif de Yamani va être d'amener par ruse l'Aramco à négocier avec l'OPEP. Nous avons décidé que l'Arabie Saoudite négocierait en fait pour l'ensemble de l'OPEP. J'ai constitué la délégation chargée des pourparlers et j'y ai fait entrer secrètement des ressortissants des autres pays arabes qui ont siégé parmi la délégation saoudienne. Nous ne pouvions récuser personne dans leur délégation. Ils représentaient une puissance souveraine et dès lors que nous signions un accord avec tel pays, il était difficile de ne pas signer le même avec les autres. Voilà comment nous avons forcé les compagnies à traiter avec l'OPEP, mais elles ne l'ont pas reconnu pour autant. Je ne crois pas que les multinationales pétrolières aient eu intérêt à briser le pouvoir naissant de l'OPEP. Elles ont estimé préférable de rester en bons termes avec l'organisation. Elles tenaient par-dessus tout à préserver leurs sources de pétrole brut. Par contre, certains gouvernements, dont le gouvernement américain, se sont efforcés dès le début de faire éclater l'OPEP. La tentative de pression la plus apparente a été le détachement de l'Iran du bloc solidaire des pays producteurs lors des discussions de 1961 et qui ont suivi. Dans les débuts de l'OPEP, durant les années 60, l'Iran était dirigé par une poigne de fer. Il n'avait pas le même régime que les autres pays membres, et de ce fait, se trouvait souvent en discordance avec eux. C'était le pays qui disait systématiquement non chaque fois qu'une mesure était proposée contre les compagnies. La position du Shah au sein de l'OPEP a toujours été extrêmement difficile. D'abord, il n'était pas arabe. Ensuite, la production pétrolière de l'Iran faisait concurrence à celle de l'Arabie saoudite. En fait, c'est le comportement sans scrupule des compagnies pétrolières qui a poussé le Shah à entrer dans l'OPEP. Le Shah, qui compte sur les revenus du pétrole pour faire de son pays l'une des premières puissances industrielles de l'an 2000, se sert de l'OPEP comme cheval de bataille contre les compagnies. Aux 5 pays fondateurs, le Venezuela, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak et le Koweït, se sont ralliés le Qatar en janvier 61 et la Libye en avril 62, ainsi que l'Indonésie. En 1967, c'est le tour d'Abu Dhabi, en 68 des Émirats arabes unis. En juillet 69, l'Algérie entre dans l'OPEP, suivi du Nigeria en juillet 71, de l'Équateur en novembre 73 et enfin du Gabon en 75. Une fois formée, l'OPEP se posa en contre-pouvoir vis-à-vis des compagnies, mais elle dut aussi compter de plus en plus avec le nationalisme arabe. Nous avons tous le même intérêt commun, c'est le pétrole. Et dans toute la mesure du possible, nous nous efforçons de nous limiter strictement à ce qui concerne cette activité, sans nous laisser guider par des considérations politiques. Il n'en reste pas moins que ce contexte politique existe et qu'il nous pose des problèmes dans la définition de notre politique pétrolière. En 1965, le siège de l'OPEP est transféré à Vienne. Durant 2 ans, en application des statuts, les conférences vont se succéder de 6 mois en 6 mois dans l'indifférence générale et sans résultat majeur. 1967 va mettre fin à cette routine.
Le 5 juin, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie attaquent Israël par surprise. Ce sera une guerre éclair. 6 jours plus tard, le conflit s'appellera la guerre des 6 jours. Les 3 agresseurs sont écrasés par l'armée israélienne. Dans tous les pays arabes, le contre-coup de cette défaite est terrible et déchaîne la fureur populaire. Nasser accuse les États-Unis, la RFA et la Grande-Bretagne d'armer Israël. Il ferme à nouveau le canal de Suez. Les armées des pays arabes de l'OPEP occupent les installations pétrolières et mettent l'embargo sur le pétrole destiné aux pays complices d'Israël. En Arabie Saoudite, l'Aramco, compagnie américaine, se trouve en posture délicate. Les troupes saoudiennes ont investi ces installations. Il n'était évidemment pas question pour nous de léser les intérêts américains, mais nous devions éviter tout ce qui pouvait servir de prétexte à notre expulsion d'Arabie. L'Aramco était une compagnie privée opérant dans un pays étranger. Elle ne pouvait compter sur la force des baïonnettes. Les baïonnettes, elles étaient toutes de l'autre côté. Nous avons fait ce qu'on nous ordonnait. Ça a été la seule position de l'Aramco. Ils étaient coincés entre le monde arabe et le lobby juif aux États-Unis. Les compagnies américaines, malheureusement, n'ont pas toujours défendu comme elles l'auraient dû les véritables intérêts des États-Unis. Elles nous ont profondément mécontentés, tout en se mettant aussi à dos le lobby juif. Il est très difficile de maintenir un embargo réellement efficace. Les pays visés trouvent sans façon de le tourner. Et trop de gens ont avantage à les y aider pour leur profit personnel. Comme d'autres pays arabes, l'Irak n'a pas appliqué l'embargo. Il a fait exactement l'inverse. Il a augmenté sa production au maximum et vendu tout le pétrole qu'il pouvait. Du fait de sa situation géographique, le Venezuela a forcément bénéficié, qu'il l'ait voulu ou non, des événements et de la pénurie qui se produisaient au Moyen-Orient. Bien que musulman, l'Iran ne respectera pas l'embargo, mais va au contraire augmenter ses livraisons aux pays touchés. Les relations entre le Shah d'Iran et Nasser étaient très mauvaises. L'Iran n'est pas un pays arabe. Le Shah d'Iran à cette époque ne poursuivait pas une politique pro-arabe en 67 et n'avait aucune raison de se solidariser. Tout en défendant les intérêts des Palestiniens, il ne veut pas se mêler de se couvrir entre les Arabes et les Iraniens. L'Iran n'était pas notre ennemi, mais il soutenait nos pires ennemis et coopérait avec eux. Tout au long des années où le Shah d'Iran présidait aux destinées de ce grand pays, il y a eu des représentants israéliens en Iran. Nous n'avons plus de raison de ne pas faire savoir qu'effectivement, pendant de très nombreuses années, une partie de l'approvisionnement pétrolier d'Israël venait d'Iran. Toute réduction de production dans les pays arabes était compensée par une augmentation de production ailleurs. L'embargo n'avait aucun effet. C'est cet échec total que sont forcés d'enregistrer les chefs des pays musulmans producteurs de pétrole, réunis à Khartoum le 29 août 1967. L'embargo se solde par un désastre économique. À elle seule, l'Arabie Saoudite a perdu 30 millions de dollars en manque à gagner. Le Koweït, 1 million par jour. Les caisses sont vides. L'embargo est levé le 13 octobre. Il a duré 5 mois. Les pays arabes créent leur propre organisation au sein de l'OPEP, l'OPAEP, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. L'OPAEP, historiquement parlant, a été créé par 3 pays producteurs arabes très conservateurs, la Libye, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Leur initiative constituait surtout une réaction contre les pressions politiques qu'ils avaient eu à subir de la part des autres pays arabes qui les incitaient à utiliser le pétrole comme arme politique. L'OPAEP, de par ses statuts, est lié par les décisions prises par l'OPEP. Toute résolution de l'OPEP, quelle qu'elle soit, doit être appliquée par tous les membres de l'OPAEP, qu'ils soient ou non eux-mêmes membres de l'OPEP. L'OPEP a été une force positive, mais presque totalement inefficace, jusqu'au début des années 70. Elle a pu enrayer la diminution des revenus pétroliers de ses États membres, mais elle n'a pas réussi à les accroître valablement
jusqu'au début de 1970. Les événements qui surviennent en Libye cette année-là vont mettre l'OPEP en position de jouer un rôle déterminant sur le marché pétrolier mondial. Le 1er septembre 1970, alors qu'Idriss Ier a quitté Tripoli pour un séjour en Turquie, la révolution éclate en Libye, force le vieux roi à se réfugier à Athènes. Un groupe de jeunes officiers libyens intégristes, écœurés de la corruption du régime, a soulevé l'armée. À leur tête, un musulman fanatique, le major Mouammar Kadhafi. Les révoltés accusent Idriss d'avoir bradé le pétrole libyen aux étrangers et proclament la République. Porté au pouvoir, Kadhafi commence par expulser les Américains de Willis, leur plus grande base aérienne en Afrique du Nord. Mais il rassure les compagnies pétrolières installées en Libye, jure solennellement qu'il ne touchera pas à leurs concessions. Fausse promesse déjà qu'il va s'empresser d'oublier. Le président Kadhafi était résolu à briser le monopole des 7 sœurs. Il voulait abaisser le coût de production du pétrole libyen pour le rendre compétitif avec celui des autres pays producteurs sur les marchés européens. L'un de ses premiers objectifs est la British Petroleum, symbole honni de la domination anglaise sur la Libye. Pour empêcher les Anglais de le boycotter et de faire appel contre lui, une fois de plus, à la solidarité des autres multinationales pétrolières en Amérique et ailleurs, Kadhafi opéra de façon très astucieuse. Il convoqua Bunker Hunt, un pétrolier texan, qui possédait une vaste concession en Libye, et le prévint. Si vous voulez conserver votre affaire ici et continuer à extraire du pétrole, persuadez les autres pétroliers américains de ne pas nous boycotter. Ainsi, en garantissant à certains leurs concessions, il préparait l'éjection des Anglais. Pour contraindre les sociétés implantées en Libye à accepter ces conditions, Kadhafi les attaque en ordre dispersé. Il convoque l'américain Hammer, dont l'Occidental Petroleum a pompé cette année-là 240 millions de barils en Libye. Kadhafi exige 40 cents de plus par baril. Hammer cède. Exxon lui a refusé son appui pour tenir tête aux Libyens. Satisfait, Kadhafi accorde de nouvelles concessions à Hammer en compensation. En donnant à de petites compagnies pétrolières indépendantes et particulièrement à l'Occidental d'Armand Hammer les moyens de tenir tête en Libye aux multinationales, Kadhafi a réellement commencé à démanteler le cartel. En recevant de nouvelles concessions en Libye pour prix de sa docilité, Hammer mit en position fâcheuse les 7 sœurs qui ne pouvaient l'y neutraliser parce que Kadhafi le protégeait. Et celui-ci se servait de Hammer pour miner à la fois la puissance des pays arabes et celle des grandes compagnies pétrolières. L'action des Libyens ne nous a pas rendus plus forts, mais elle a amené les compagnies pétrolières à se dire « Nous ne pouvons pas nous battre contre tout le monde, essayons de trouver ailleurs un terrain d'entente. » Les multinationales du pétrole y sont d'autant plus enclines que le sort s'acharne contre elles. Le 3 mai 1970, un accident détruit la Tapline qui achemine le pétrole saoudien jusqu'à la Méditerranée. Or, le canal de Suez est toujours fermé et il y a pénurie de pétroliers géants pour amener le brut arabe ou iranien jusqu'aux raffineries occidentales en contournant toute l'Afrique. La Libye et l'Algérie, qui ont un accès direct à la Méditerranée, en profitent pour hausser le prix de leur brut. Mais les autres pays producteurs s'alignent aussitôt. Encouragé par la victoire de Kadhafi sur les grandes compagnies et par les signes avant-coureurs d'une pénurie de pétrole, l'OPEP se sent le vent en poupe. À Caracas, fin 70, elle impose à ses membres de taxer désormais les compagnies à 55% minimum, interdit tout rabais et préconise une hausse générale. Les pays de l'OPEP avaient commencé à revendiquer une participation dans le capital des compagnies
qui opéraient sur leur territoire. La participation était l'un de mes objectifs depuis mon arrivée au ministère du Pétrole. Et nous avions tout programmé bien avant que la guerre ne nous donne l'occasion d'agir. Les grandes sociétés pétrolières, dès leurs premières difficultés en Libye, réalisèrent qu'elles étaient menacées d'une totale remise en question de leurs droits. Il leur fallait faire bloc, cesser de se livrer entre elles à la guerre des rabais et de se concurrencer au risque de provoquer une rupture du cartel. Elles tinrent une réunion au quartier général de BP et constituèrent un groupe de défense. Ceci obligea les sociétés américaines à requérir une dispense spéciale du département antitrust à Washington. Comme jadis en Iran, le département antitrust donna carte blanche aux intérêts des grandes compagnies pétrolières. 23 multinationales du pétrole, dont les 7 sœurs, forment alors un état-major de crise, le London Policy Group, chargé de contrer l'OPEP lors de la conférence qui, en janvier 1971 à Téhéran, mettra face à face pays producteurs et pays consommateurs de pétrole. Chacun des intéressés s'engage à ne signer aucun accord séparé avec la Libye. Ce sera tous pour un pour tous. L'âme de ce lobby pétrolier, le plus puissant qui ait jamais existé, est le juriste américain McCloy. Le 28 janvier 1971 à Téhéran, sous la présidence de Howard Page, d'Exxon et de Lord Strathalmon, président de la British Petroleum, les représentants des 23 plus grandes compagnies pétrolières internationales affrontent le cheikh Yamani d'Arabie Saoudite, chef de la délégation des pays producteurs, et les ministres du pétrole d'Iran, d'Irak, du Koweït, du Qatar et d'Abu Dhabi. La conférence de Téhéran fut rendue nécessaire parce que les Libyens avaient unilatéralement augmenté le prix de leur brut. Les compagnies pétrolières s'efforcèrent alors de trouver, avec les pays producteurs et l'OPEP, un ajustement entre les prix libyens et ceux pratiqués dans le Golfe. C'était la première fois que s'ouvrait ce genre de discussion sur les prix. En 1971, le prix du pétrole devait tourner autour de $3 et le prix de revient était inférieur à 5 cents. Accumuler ce genre de plus-value pendant des décennies n'est pas négligeable. Le fait de rencontrer dans les 10 plus puissantes sociétés mondiales, 8 pétrolières, laisse rêveur. Certaines compagnies ont transféré dans leur compagnie de navigation les profits sur le transport pour diminuer les bases fiscales définies par les États pétroliers. Ce fut une tâche quasi insurmontable pour les négociateurs que d'arriver à harmoniser les prix. La production du pétrole coûtait 2 fois plus cher aux États-Unis que dans les pays du Golfe. À Téhéran, les délégués des compagnies doivent céder aux exigences de l'OPEP. L'accord conclu pour 5 ans le 14 février leur impose une augmentation immédiate du prix du brut de 20%, plus 20 cents par baril chaque année. En 5 ans, le baril coûtera 10 fois plus cher, passant de 5 cents à $1,5. De plus, une indexation de 2,5% l'an compensera l'inflation. Les Arabes avaient retenu la rude leçon que leur avaient jadis infligée les compagnies pétrolières anglaises et américaines. À chaque fois qu'un pays arabe exerçait des représailles contre une compagnie, toutes les autres faisaient immédiatement bloc et boycottaient le pétrole de ce pays. À leur tour, les Arabes se sont dit, faisons comme elles. À chaque fois que nous déciderons de priver une société de pétrole, aucun autre pays producteur ne rompra cet embargo. Le 24 février 1971, à peine signés les accords de Téhéran, l'Algérie nationalise à 51% son pétrole et à 100% son gaz et ses oléoducs. J'avais proposé au gouvernement de l'époque de nous retirer bénévolement, en négociant notre départ et sans attendre le coup de pied désagréable de la nationalisation. Le gouvernement a choisi une autre méthode. Mais nous avions pris nos précautions. Le pétrole que nous produisions en Algérie, nous le vendions à l'étranger et nous achetions pour ravitailler nos raffineries du pétrole de l'étranger. Lorsque les Algériens ont arrêté le débit de nos gisements, nos raffineries ont pu continuer à être alimentées. Si la France était restée présente au Sahara, la prospection aurait rapporté des sommes absolument considérables. En 1969, au moment où j'ai quitté les affaires pétrolières,
nous avions assez largement récupéré, enfin nous avions récupéré une part très large de la mise qui avait été investie au Sahara. Je ne peux pas vous dire si au moment où les sociétés françaises ont été nationalisées en Algérie, nous avons obtenu des clauses qui nous ont permis d'aller au-delà. Plus rien ne semble pouvoir contenir l'avidité des pays producteurs de pétrole. Le 21 avril 1971, la Libye, absente à Téhéran, impose aux 15 compagnies qui achètent son pétrole le prix de 3,30 $ le baril. Aussitôt, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, l'Irak, où l'IPC a repris ses activités, limitent. Mais en août, les États-Unis interdisent toute conversion du dollar en or. Cette dévaluation déguisée sera officialisée en décembre. Tous les États pétroliers s'estiment lésés. En représailles, les pays de l'OPEP, réunis en janvier 72 à Genève, augmentent le prix du brut de 8,5% et indexent son cours sur 9 monnaies fortes. En mars, à Beyrouth, il se fixe comme objectif immédiat l'obtention d'une participation d'au moins 20% dans le capital des compagnies étrangères qui extraient leur pétrole. Mais entre-temps, les événements se sont précipités en Irak. Depuis 1968, le parti Baas, ultranationaliste, a conquis le pouvoir. En 70, son homme fort, Saddam Hussein, fait appel à l'Union soviétique pour mettre les nouveaux gisements irakiens en exploitation. À la vive inquiétude des États-Unis, une nuée de techniciens russes s'installe en Irak, à qui l'Union soviétique assure également une aide militaire considérable. Avec l'URSS, nous avons conclu des accords qui ne lèsent pas les intérêts irakiens. Voyez-vous, notre politique pétrolière suit le même chemin que notre politique tout court. Et nous agissons en fonction de l'attitude des pays vis-à-vis des problèmes palestiniens. Le 1er juin 1972, l'Irak ferme les vannes du pipeline de Tripoli et nationalise brutalement les installations de l'Iraq Petroleum Company. Annoncée par la télévision, la disparition de l'un des plus puissants consortiums internationaux déchaîne l'enthousiasme et la xénophobie populaire. La nationalisation de l'IPC en Irak constitue un tournant capital. Il s'agit en fait d'une transformation radicale d'un statu quo, d'une situation de fait que nous vivons dans cette région depuis 50 ans et qui s'appelle le régime des concessions. C'est-à-dire l'exploitation du pétrole arabe par des sociétés concessionnaires étrangères. Il est fort possible qu'elles fassent des difficultés à l'Irak pour empêcher de commercialiser ce pétrole. Mais je crois qu'il est toujours possible pour l'Irak de vendre une partie de ce pétrole à des acheteurs indépendants étrangers, éventuellement à la France, au cas où la France saisit la perche que l'Irak lui a tendue et accepte de prélever la partie qui revenait à la CFP, dans l'IPC. Avec la France, je suis prêt à négocier, car la France a toujours eu une attitude correcte vis-à-vis des problèmes palestiniens. L'Irak était complètement pris à la gorge par les sociétés, par les majors américains et anglais. D'autre part, la France aussi cherchait les voies de son indépendance en se libérant notamment des intérêts américains et anglais. La convergence des intérêts politiques et économiques des deux pays a abouti à l'accord décennal de 1973 qui donnait un traitement privilégié à la France. La France touchait autant de pétrole qu'avant la nationalisation. L'Irak est devenu le premier fournisseur de la CFP. Quand la CFP traitait 2 litres de pétrole, il y en avait un qui venait d'Irak. L'Irak avait besoin d'armes. Il y a eu un lobby pétrolier irakien. Autour de cette convergence d'intérêts s'est bâti un réseau extrêmement serré de relations armes, pétrole, nucléaire entre ces deux pays. Les nationalisations en Libye, en Algérie et en Irak engendrent une réaction en chaîne. Le 5 octobre 1972, l'Arabie Saoudite force l'Aramco à lui céder 25% de son capital. Pour la première fois, les Saoudiens participent vraiment à l'administration de la compagnie.
On ne le leur a jamais refusé, mais ils n'avaient jamais rien demandé. Le conseil de l'Aramco ne comprenait que les représentants des 4 compagnies américaines fondatrices, jusqu'à ce qui entre le cheikh Abbas Wahba, très lié au roi. Il a été le premier membre arabe du conseil. Plus tard, d'autres membres du gouvernement saoudien sont entrés au conseil d'administration. Notre premier pas décisif a été d'arracher cet accord de participation qui nous a réellement donné accès à l'industrie et au marché pétrolier. Le second a été d'obtenir voix au chapitre dans la fixation des prix du pétrole. À ce moment-là, une dernière tentative a été faite, avec succès au départ, pour détacher enfin un des pays producteurs de la solidarité de l'OPEP. Et des négociations ont été menées à Téhéran en 1972 avec le Shah, et l'Iran a lâché la solidarité des producteurs en échange de très grosses concessions, non seulement sur le montant des redevances, sur le partage des bénéfices, mais sur des investissements massifs, à la fois dans l'industrie pétrolière iranienne et dans l'infrastructure générale du développement économique du pays. Cet abandon par l'Iran de la solidarité des pays producteurs de pétrole a été une des causes pour lesquelles on a laissé Khomeini faire la révolution que vous connaissez. Cette tragédie est encore loin. Mais c'est un véritable séisme économique qui, en 1973, va secouer le monde au terme des 10 années difficiles où le cartel, défaite après défaite, a vu s'effriter sa toute-puissance. 1973, c'est l'année noire où se produit ce que l'histoire baptisera le premier choc pétrolier. Ce sont les surprenants dessous de cette catastrophe que vous dévoilera notre prochaine émission.